Et si nous n'étions pas seuls sur Terre, nous les humains? Imaginons que, dissimulés dans les grandes forêts de l'équateur, d'autres espèces nous fassent concurrence depuis plusieurs millions d'années. Des espèces intelligentes qui auraient, elles aussi, inventé la marche debout, l'outil, le langage, la conscience de soi, le rire, l'amitié et parfois même une société idéale. Ces espèces, ce sont les grands singes. En Afrique, un rien nous a séparés d'eux. Ce ne sont pas nos ancêtres, mais nos frères d'évolution. Alors cessons de nous raconter des histoires. Nous sommes aussi des grands singes, mais nous feignons de l'ignorer. La vraie planète des singes se trouve ici, sur l'équateur africain, où Nicolas Hulot cherche à poser son petit hydravion. Au Gabon, les chutes de Combou sont les portes grandioses du parc de Livindo. Plus haute chute d'Afrique centrale, elle marque le début d'un voyage qui va nous mener au cœur du continent noir, jusqu'en Afrique de l'Est. Cette nature sauvage est indispensable à la survie des grands singes. Et n'oublions jamais que leur disparition pourrait entraîner la nôtre. À l'heure où les scientifiques découvrent leur presque humanité, les grands singes, en signe d'adieu, nous tendent un miroir qui peut nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Ne le brisons pas. Là, c'est quand même un sacré décor. On dit que la beauté de la nature est une émotion universelle. C'est vrai que je vois pas qui pourrait rester insensible à un tel spectacle. Avec notre petit hydravion qui risque d'être un outil bien utile pour s'enfoncer plus aisément à l'intérieur de la forêt tropicale et qui va, je l'espère, nous faciliter la tâche pour être à l'heure à la plus exceptionnelle réunion de famille qu'il soit. On a quasi rendez-vous avec nos plus proches cousins, les grands singes. Bonsoir. Vous soyez à nature successivement au Gabon, où nous sommes pour l'instant, en Guinée, au Congo et en Ouganda, à la recherche et j'espère bien à la rencontre des gorilles des montagnes, des chimpanzés, des bonobos et des gorilles des plaines qui pour certains d'entre eux partagent avec nous 99,4% de notre patrimoine génétique et avec qui pour l'ensemble nous avons un ancêtre commun, ce qui atteste que, à défaut, comme on l'a cru pendant longtemps, de descendre des grands singes, eh bien définitivement nous descendons de la même branche. Ces grands singes, ici en Afrique comme ailleurs en Asie avec les orang-outans, et c'est l'objectif principal de notre voyage ce soir, il faut le rappeler, sont au seuil de l'extinction. Ils pourraient bien être rayés définitivement de la surface de la planète, tout au moins à l'état sauvage, si on n'y prend pas radicalement garde, sous le joug de menaces et d'agressions nombreuses, épidémies, braconnage, déforestation, au point que parfois leur nombre a diminué, chuté de 95%. On ne rencontre aujourd'hui que des populations reliques pour ces espèces que l'on appelle des espèces parapluies, car si ils venaient à disparaître, eh bien c'est de très nombreuses autres espèces moins emblématiques mais tout aussi essentielles à l'avenir de l'humanité qui pourraient disparaître dans la foulée. Et puis ces rencontres seront l'occasion
de faire le point sur la connaissance aujourd'hui sur les primates et notamment sur les avancées de la recherche en éthologie, l'étude du comportement animal et humain, et puis à admettre que très probablement la frontière entre l'homme et l'animal est beaucoup plus floue qu'on voulait bien l'imaginer. Pour observer le plus proche de nos frères primates, une petite équipe d'Ushuaïa Nature s'est déplacée jusqu'en République démocratique du Congo, car on ne le trouve nulle part ailleurs. Découvert il y a moins d'un siècle, baptisé chimpanzé pygmée, puis classé nouvelle espèce, le bonobo était né. Avec son allure de hippie libéré, le bonobo est un drôle de paroissien. Sa joyeuse sexualité débridée reste en travers de la gorge de certaines communautés puritaines. Pourtant, contrairement à d'autres primates, eux ne font que substituer le sexe à la violence. Faites l'amour, pas la guerre, semble être leur devise. Malheureusement, cela ne suffit pas à leur apporter la paix. En Afrique équatoriale, la viande de bonobo se trouve couramment à l'étal des marchés. Lola Ya Bonobo, le paradis des bonobos, est un sanctuaire qui a été créé pour accueillir ceux ayant survécu à la prédation humaine. Venez me voir. Allez, venez. Claudine André leur consacre son existence. Ayant toujours vécu au Congo, Claudine récupère orphelins, blessés ou captifs, qui lui sont confiés depuis près de 2 décennies. Tu vois Benny là, comment il est? Il n'est pas cool, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas avec Benny. Il a mal au ventre, je dirais. Sani, tu suivras toute la journée. Après, tu me laisseras et je rentrerai par la forêt avec eux. Je rejoindrai Crespin qui est là-bas. Kikwi. Eh ben. On a longtemps pensé que la position dite du missionnaire était propre à l'espèce humaine. Eh bien non. Elle fait aussi partie de la panoplie sexuelle des bonobos. Celle-ci est un ciment social qui a pour but essentiel de réduire les tensions à l'intérieur du groupe. De ce fait, les rapports sont harmonieux et la société des bonobos ne comporte ni exclus ni dictateurs. Tout est négociable quel que soit l'âge, le sexe ou le statut de l'individu. Pour preuve, ces 2 femelles qui se prodiguent quelques furtives caresses en échange d'une friandise partagée. Viens, Benny, viens. Ça va, Benny? Dans ce sanctuaire, bébés, juvéniles et adultes s'ébattent joyeusement en attendant leur réinsertion dans la grande forêt congolaise. C'est un peu plus lourd. Farceur, le bonobo est celui des grands singes qui utilisent le plus souvent la position bipède. Mais c'est surtout son regard qui fascine. Il nous observe avec la même curiosité et la même intensité émotionnelle qui peuvent être les nôtres. Keza, viens ici. Viens. Viens me montrer ici. Regarde. C'est vraiment... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a vu là? Oh, toi. Oui, mais qu'est-ce que tu cherches là? Tu regardes ce qui se passe. Ah, les boutons. Ah, tu veux... Pour moi, on m'épouille. Et vous, vous vous épilez. C'est quelle différence de culture, ça? On aurait dû commencer avec un bonobo adulte. Il vous aurait tout appris. Vous, vous ne connaissez rien. Vous imaginez tout. Oui. Y compris l'épouillage intensif. Ils vont faire transformer en épilation. objet de créativité. C'est un malin, celui-là. Oui.
Max a des problèmes pour le moment parce que ses femelles l'ont mis à l'écart. Je pense que Max n'est pas tellement un concurrent sur le plan sexuel. C'est pas un grand concurrent. Tu veux dire qu'il n'est pas très sexuellement actif? Non. Allez, Max, on peut le dire, on ne le dira pas au monde entier. Bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il est temps d'aller jouer et de se débrouiller tout seul dans la forêt. Allez, marchez. Marchez. On marche. On y va? On va en forêt? Forêt, Keza? Allez, on y va. Allez, venez. Allez, on y va. Claudine André multiplie les sorties initiatiques sous la surveillance de Crispin Mahaba, le vétérinaire du sanctuaire. Elle compte sur l'atavisme social de ses protégés pour qu'ils parviennent à se mélanger plus tard avec les bonobos sauvages. Oui, mais comme ça, je peux pas me déplacer, regarde. Matadine. Oh, mais Matadine, déjà que je te porte, alors tu marches. On les laisse là? Allez, allez, hop, va. Ok. Ne vous disputez pas. Merci, madame. Regardons-les bien, ces petits bonobos. Parmi eux, il y a Benny. Il a obtenu des résultats au test d'intelligence supérieurs à ceux d'un panel de petits humains de son âge. Il n'est pas le seul. Aux États-Unis, Kenzie, un bonobo de laboratoire, comprend jusqu'à 1000 mots d'anglais et répond par l'intermédiaire d'un ordinateur à synthèse vocale. Il fait des phrases complexes et fabrique de nouveaux mots étonnants de par leur pertinence. À méditer. Un événement exceptionnel vient de survenir dans le sanctuaire. Et Toumbé, une femelle d'une vingtaine d'années, a mis au monde une petite boule de poils. C'est une première mondiale. Jamais un bonobo n'était né en présence des hommes. Viens me voir. Tu reviens? Tu aimes bien les photos maintenant? Quand on pense à leur histoire, c'est vraiment extraordinaire parce qu'elle était dans un laboratoire de recherche biomédicale pendant 15 ans, dans des conditions de captivité terribles. Pas de nourriture. Ils étaient d'une agressivité incroyable, mais incroyable. Ils se claquaient la tête sur les barreaux. Et elle nous a donné notre premier bébé, le petit Mbano, le cadeau, la récompense. Mbano Yalola, le cadeau du ciel. Cette naissance était vraiment très importante pour nous parce que ces bonobos n'avaient pas de modèle parental. Donc en fait, elle était enceinte sans savoir qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas ce qui allait arriver et c'était un moment très difficile à vivre. Il a fallu que je me rapproche beaucoup d'elle. Nous avons aussi fait beaucoup d'éducation maternelle. Maman Yvonne a donné des cours d'allaitement. On a montré ce que c'était un bébé humain nu. Et puis elle a tout de suite mis son bébé au bon endroit et le bébé s'est mis à téter assez rapidement. On lui a appris ce qu'elle devait faire comme une sœur ou comme une mère. Les jeunes bonobos orphelins de Lola ne peuvent vivre sans l'amour de mère naturelle ou de mère de substitution.
Celles-ci, des femmes congolaises, s'occupent d'eux quotidiennement afin qu'ils ne se laissent pas mourir de désespoir. Ces bébés, comme les bébés humains, ont un immense besoin de socialisation et de tendresse. Pourquoi tu fais ça? Non, c'est qui maman à moi? Non, il ne faut pas manger. C'est du savon. Jacques, tiens-toi bien. Hein? Viens, numéro, toi. Allez, on a fini. Les petits bonobos tètent leur mère jusqu'à l'âge de 4 ans. La nurserie de Lola est indispensable à la reconstruction psychologique et physique de ces petits êtres. Ils sont pour la plupart d'entre eux arrivés ici en très mauvais état. Ça va les mamans? Oui, tout le monde va bien, pour une fois, ça va. Hier soir, je suis allée dans sa cage, il va vraiment mieux. Il était bien au fond de son lit, là, et il ne s'est même pas sauvé quand je suis venue, donc il progresse. Hein. Oui, sauf qu'elle a perdu petit à petit. Après ce qu'il a subi, c'est un peu normal. Oui. Mais il va mieux, regarde comment il s'habitue à ça. J'ai encore un peu peur des autres, mais ses blessures, ça va? Oui, ça va. Ils l'ont mutilé à plusieurs reprises, alors il n'a vraiment plus confiance en personne. Oui, c'est ça. Mais ça va aller. Je crois que s'il a confiance en toi, ça va aller. Oui. Encore la main fermée. Oui. Tu as déjà remarqué qu'un bonobo, quand il n'a pas confiance, il ferme le poing. Sinon, il t'offre la main tendue. Oui. Oh, toi aussi, tu as envie de raconter des choses. Ma belle. Ma belle. Oui, non, mais je ne veux pas frapper ton petit copain. Mais tu sais, parfois je me dis, hein, dans la réserve, on va quand même faire cette réserve. Hein. Quelle est la maman volontaire pour partir à l'Équateur? On va voir, madame. Nous sommes prêts à le faire. Bah, déjà, vous ne vouliez pas venir jusqu'à Lola. Maintenant, vous êtes à Lola. C'est ça. On peut partir à 1000 km. Oui. Hein? Mais on va prendre des débrouillards, on va prendre... Comme l'omami. L'omami, oui, contrairement à ce qu'on peut penser, il peut peut-être être bien débrouillard parce que pour survivre à toutes ces mutilations et tout, il a dû débrouiller terriblement. Il a dû lécher ses doigts pendant des mois et des mois pour empêcher l'hémorragie. Oui. Et ceux, par exemple, comme Lissala Likassi, ça peut faire partie du groupe de relâchés. Celui qui sera le modèle à suivre est là, madame. On va tenter l'expérience alors. Ça, c'est la prochaine étape. D'ailleurs, il n'y a rien qui nous arrête. Oui. Alors là, on avance toujours. Lola, toujours en avant. Le rire est le propre de l'homme, avait dit Rabelais. Pour le docteur Crispin, il y a longtemps que cette assertion le fait sourire. Manono, son copain depuis plus de 13 ans, ne fera sans doute pas partie du groupe de bonobos relâchés. Il a trop appris de l'amour désintéressé de certains humains pour cela. Ce qui ne sera pas le cas des plus jeunes, prêts, eux, à affronter leur destin.
Alors que les équipes d'Ushuaïa Nature se sont réparties diverses tâches de recherche et de préparation au cœur de la grande forêt, Nicolas quitte la rivière Ivindo pour s'enfoncer plus avant dans le territoire gabonais. Il doit rejoindre une jeune primatologue avec laquelle il va tenter une expérience unique, observer au plus près les gorilles de plaine. Un challenge impossible lorsque l'on sait que ces doux géants de près de 200 kilos prennent la fuite à juste titre dès qu'une silhouette humaine les approche à moins de 300 mètres. Le petit hydravion ne survole pas le gouffre vert au hasard. Il y a quelques années, un chercheur américain, Michael Fay, a parcouru à pied pendant 9 mois 2000 km de jungle pour dresser un état des lieux de la biodiversité gabonaise. C'est lui qui a retrouvé, entre autres, la piste des gorilles, alors que ceux-ci avaient quasiment disparu, victimes du virus Ebola. Cette clairière, le baie de Langoué, est l'une des découvertes de Mike Fay. C'est une saline marécageuse dans laquelle les grands mammifères de la forêt viennent chercher les nutriments dont ils ont besoin. Le baie de Langoué est le but du vol de Nicolas. Traverser une clairière fréquentée par les éléphants de forêt ne sera jamais une partie de plaisir. La charge d'un grand mâle ombrageux n'est pas complètement à exclure. L'alerte est maintenant donnée. Il faut vite se dégager du terrain boueux en faisant mine d'ignorer l'arrivée d'un petit troupeau de buffles. Pourtant, aucun challenge n'a encore fait baisser les bras de Stéphane Girard et de son équipe de spécialistes des cordes. Arrivés 3 jours plus tôt, ils ont préparé un matériel qu'aucun observateur de gorilles de plaine n'avait jamais osé imaginer. Stéphane a sélectionné 2 arbres d'une 50aine de mètres de hauteur aux 2 extrémités de la clairière. Ils vont servir de support pour faire traverser un câble en Kevlar d'un demi-kilomètre de longueur. Une fois cette opération effectuée, un filet-tunnel d'une dizaine de mètres de long est disposé autour du câble. Tout un système de renvoi, installé préalablement, va permettre d'exercer, avec un tir fort, les 5 tonnes de traction nécessaires à la mise en place du premier métro aérien de la forêt gabonaise. Profitons de l'occasion qui nous est offerte pour grimper dans notre arbre généalogique, celui des primates. Apparus sur Terre après la disparition des dinosaures, les premiers primates se séparent alors en 2 branches distinctes, celle des singes à queue et celle de l'ancêtre commun aux grands singes. L'orang-outan apparaît en premier en Asie du Sud-Est, puis l'Afrique se peuple de gorilles. Il y a 6 millions d'années, 2 nouvelles branches se ramifient, celle du chimpanzé et celle qui ouvre la voie à l'australopithèque, puis à l'homme. À peu près au même moment, il y a moins de 3 millions d'années, le bonobo se sépare du chimpanzé, devenant ainsi le plus... Après plusieurs heures de vol, Nicolas a rejoint Emmanuel Grundmann, primatologue de terrain chargé d'œuvrer pour la conservation des grands singes. Ils vont emprunter des petits bras de rivière
pour tenter d'approcher les gorilles. C'est quoi l'estimation du nombre de gorilles de forêt ici, à peu près? C'est vraiment qu'une estimation, c'est environ 20 000, mais c'est très difficile d'avoir un chiffre exact. Alors qu'est-ce qui distingue le groupe des grands singes, qui est un groupe à part, hein, Oui. des autres singes? Alors les grands singes, il y a 2 caractéristiques principales par rapport aux petits singes. C'est l'absence de queue, donc c'est les seuls qui n'ont pas de queue. Et ensuite, c'est justement un cerveau beaucoup plus développé. Et on a aussi des caractéristiques comportementales particulières. Les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les orang-outans construisent par exemple des nids. Mais les 2 caractéristiques principales, c'est vraiment la queue et le cerveau. Et le fait quand même que, à proportions diverses, les grands singes utilisent la bipédie. Oui. Beaucoup pour les bonobos, 20% de leurs déplacements se font debout. Oui, bipèdes. Et 2% seulement chez les gorilles. Tout est à portée de main pour eux, ils sont assis dans leur garde-manger, ils n'ont pas besoin vraiment de se déplacer beaucoup, sauf pour aller d'un endroit, d'un arbre à un autre. Donc c'est pas vraiment essentiel pour eux. Par contre, chez les chimpanzés, chez les bonobos, des fois ils ont besoin de transporter des choses, transporter des fruits, et donc là leurs 2 mains sont utiles. Et donc ils se redressent, ils utilisent leurs 2 mains. Et les australopithèques, c'est-à-dire nos ancêtres, ils ressemblaient plus aux grands singes actuels ou aux hommes actuels? Je pense aux grands singes actuels. C'est marrant parce que quand on regarde les bonobos, on a vraiment l'impression de regarder Lucie. Et de toute façon, l'ancêtre des bonobos chimpanzés a cohabité avec Lucie. Et je pense qu'ils étaient assez similaires en apparence. En quelque sorte, on peut dire que, si l'on en croit la théorie d'Yves Coppin, s'il n'y avait pas eu ce soulèvement de la Rift Valley, qui a été à l'origine de la séparation de l'histoire des grands singes et de ce qui allait devenir les humains, aujourd'hui, on serait resté au stade des grands singes. Il y a des chances. Et dans la même logique, on peut considérer que si on laisse du temps, ce qu'il faut souhaiter à l'évolution des grands singes, oui, dans quelques que des évolutions d'années, environnementales peuvent peut-être leur permettre par acquis d'évoluer. Oui, je pense qu'il y a de grandes chances pour... Si on leur laisse le temps, justement, peut-être que les bonobos et les chimpanzés, pourquoi pas les gorilles, prennent la même voie que les australopithèques et les hommes. Il faudrait peut-être leur demander leur avis. Est-il sûr que les grands singes voient une utilité à cet avenir ? Lorsque Nicolas parvient à l'orée de la clairière, l'ascenseur pour la plus aléatoire des installations éthologiques est en place. Elle a demandé 4 jours de travail acharné et aucun spécialiste n'a souhaité parier un copec sur la réussite de cette opération. Pour eux, les gorilles de Langoué vont se méfier de cette modification de leur environnement et rester à observer, bien à l'abri des frondaisons. L'équipe d'Ushuaïa Nature, elle, veut y croire. C'est donc dans un silence relatif que s'effectue la montée dans l'arbre de 50 mètres de hauteur. Un gorille, plus curieux que les autres, s'est aventuré dans la clairière. La chance semble être au rendez-vous. Mais le plus difficile reste à faire, rejoindre le filet. Hélas, le gorille a repéré la silhouette d'Emmanuel. Même suspendu dans les airs,
elle reste humaine, donc inquiétante. Il faut vite se mettre à l'abri des mailles du filet, le gorille semblant avoir accepté la présence globale de ce dernier. Il va tirer un petit peu. Allez, bon. On est joueurs, hein, donc on est très très joueurs. Il y a toujours des citatonga ici? Tous les jours. Ouais. Ils sont belles, hein, ces antilopes d'eau. C'est magnifique. Et il y a pas mal de petits en ce moment. À mon avis, c'est peut-être quand même pas mal comme situation parce que je pense que le filet doit un peu troubler notre présence vue du sol. Au niveau des odeurs, je pense qu'on est peut-être... Les gorilles ne sont pas très sensibles aux odeurs, enfin comme nous. Donc en étant très haut comme ça, on risque de beaucoup moins les gêner que si on s'approchait lentement par terre. Et accessoirement, pour nous, c'est une position d'attente confortable parce que on échappe à la profusion d'insectes au niveau de l'eau. C'est marrant, hein, ces ouvertures en pleine forêt, parce qu'en fait, c'est providentiel pour l'observation, parce que ce sont les seuls endroits où on peut observer la vie en forêt. Surtout là, on est en plein dans la forêt primaire. Alors on appelle ça des bailles, c'est ça? Ou des salines. Et c'est totalement naturel. Oui, en fait, c'est des zones où la roche affleure, donc il n'y a pas beaucoup de profondeur entre l'herbe et la roche, et donc les arbres ne peuvent pas s'ancrer. Et du coup, ça donne des espèces de zones marécageuses. Et c'est entretenu en plus par le fait que du coup, les animaux viennent ici. On va être bien là. Ça risque d'être long, mais enfin en même temps, l'impression d'être dans une espèce de hamac suspendu dans les nuages. C'est quand même agréable. Pas mal, ouais. Bon, on va être patient. Ils viennent tous les jours, donc normalement, on devrait les voir. Une heure. 2 heures vont s'écouler. Puis une troisième. Et puis soudain... C'est fou parce qu'on a l'impression qu'il est sorti de nulle part. Voilà. Là, c'est sympa parce qu'il se rapproche, on fait pas trop de bruit. Il a pas l'air inquiété. Pas du tout. C'est émouvant hein, de rencontrer ne serait-ce qu'un sauvage dans son domaine et de pouvoir l'observer sans le déranger. Et puis là, ils sont vraiment sauvages, ils n'ont pas vu beaucoup d'hommes, ceux-là. Et encore un gorille qui traverse devant nous, mais c'est insensé cette position. En fait, j'ai l'impression que les animaux nous ignorent complètement. Ils n'ont pas l'air d'être méfiants. Superbe. Ça alors, je reviens pas. Je suis content. J'adore cette démarche. Ce qui est étrange quand on les voit se déplacer comme ça, c'est que on voit bien que les gorilles sont vraiment la station intermédiaire entre le déplacement à 4 pattes et puis la bipédie. On a l'impression qu'ils hésitent un peu en étant encore embarrassés par ces grands bras. J'ai l'impression qu'ils traînent par terre, ils savent pas trop quoi en faire. Ils pourraient être debout, mais il y a ces bras qui gênent. Ils sont très à l'aise dans les arbres. Non, pas trop. Moins que les orang-outans. Ah non, les orang-outans sont vraiment les plus arboricoles. Je crois qu'ils regardent dans notre direction. Il est splendide. Carrure impressionnante. Il doit être assez jeune encore. Mais à À partir de quand ils ont ces poils argentés? C'est variable, mais c'est un signe de maturité? C'est un signe de maturité, de dominance. Et les mâles ne sont adultes qu'à 10 ans. Donc c'est à partir de 10 ans qu'ils peuvent commencer à devenir éventuellement doigts argentés, mais ça prend plusieurs années encore. Et alors chez les gorilles, comment se passe l'organisation sociale? C'est un véritable harem. C'est-à-dire qu'on a un mâle dominant et tout un groupe de femelles avec leurs jeunes. De temps en temps, il y a un doigt argenté qui va défier celui qui a déjà un harem et il lui prend son harem. Ils sont belliqueux, les gorilles?
En général, ils s'évitent. Donc, tant qu'ils peuvent, ils s'évitent. Et si par malheur, ils se croisent, il y a quelques frictions. Hein. Mais bon, ils cherchent pas la bagarre. Hein. Il se cache. Et l'autre qui est en train de... Le gorille est ressorti. À l'état sauvage, ça vit combien de temps, un gorille? 40, 50 ans. Et ça se reproduit... Tous les 5 ans à peu près. Et c'est aussi pour ça que c'est dramatique, le braconnage. Parce que quand on tue une femelle, elle se reproduit. Que pour retrouver un niveau de population équivalent, ça prend des années. Quand il est comme ça, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il est en train de manger de la terre. C'est un peu la salle à manger pour les gorilles et les éléphants et aussi pour les Sitatunga. Ah oui, tout le monde vient chercher son repas. Et ce qui est curieux, on se demande si les gorilles qui viennent ici viennent pas aussi comme on va à la pharmacie. Parce qu'on a observé qu'une grande partie avait des pathologies. Et on se demande si la terre et les sels minéraux dans la terre ne servaient pas de médecine. Alors, montre-moi notre nouveau camarade. Lui, il a une tache de dépigmentation sur le côté droit. Donc peut-être qu'il vient ici justement pour soigner. Devant l'apparente complicité des gorilles avec l'équipe d'Ushuaïa Nature, Nicolas décide de se rapprocher encore plus de la petite rivière. Ça fait quand même partie des plus beaux matins du monde ici. Hein. Petit déjeuner avec le dos argenté, qui de temps en temps a quand même le regard qui se tourne vers nous en disant qu'est-ce que c'est que ces primates là-haut? Je rappelle qu'on est primates tout autant que lui. Hein. Placidité là, tu sais, on dirait le vieux pêcheur le matin là qui prépare ses affaires avant, qui est venu tranquillement. Il sortirait une cigarette pour la fumer qu'on serait pas étonné quoi. Tu as vu qu'il y a des scientifiques qui réclament que l'on change un peu le classement de certains grands singes et qu'on les mette dans le genre Homo. C'est vrai qu'il y a eu toute une discussion parce qu'on est finalement beaucoup plus proche des chimpanzés que par exemple les deux espèces d'orang-outans ne sont proches l'une de l'autre. Logiquement, on devrait faire partie, alors être soit un chimpanzé, soit les chimpanzés être des hommes. On est proche génétiquement, proche morphologiquement, en gardant à l'esprit pour mettre tout petit peu de nuance dans cela, qu'avoir 99,4% de patrimoine génétique en commun est à prendre avec un peu de réserve parce que nous avons aussi 40 ou 50% de gènes communs avec les éponges, par exemple. De toute façon, dans le petit 1%, il y a forcément des choses qui peuvent être essentielles et qui font justement toute la différence. C'est vrai qu'ils ont une flopée d'émotions visibles parce qu'en fait... Chez les grands singes, une grande partie de la communication passe par les expressions faciales. Ouais. Ils ont plein de mimiques, même des choses qu'on est incapable de décrypter à l'heure actuelle. Et en fait, on pense qu'une des raisons pour laquelle les grands singes n'ont pas un langage plus développé, en tout cas sur un plan sonore, c'est la position du larynx. Oui, en fait, c'est exactement ça. Nous, le larynx est descendu. Donc s'ils avaient le larynx à la même position que l'être humain, à mon avis, ils seraient capables d'articuler. Et probablement que l'évolution aurait fait un langage propre aux grands singes. Voilà. Alors, une des caractéristiques des grands singes, c'est le fait que tous font des nids pour dormir. Tous les soirs, ils se construisent un nid, souvent dans les arbres, et donc ils y passent la nuit. Et alors certains scientifiques pensent que c'est justement ce nid qui aurait permis au cerveau de se développer, parce que comme ils sont dans les arbres, ils sont à l'abri des prédateurs, et donc ils peuvent dormir d'un sommeil de plomb, alors que les petits singes sont sans cesse en alerte, et donc ça aurait permis justement au cerveau de bien se reposer et d'assimiler toutes les données enregistrées pendant la journée. Ce
qui veut dire que celui qui dort du sommeil du juste développe plus de facultés intellectuelles que celui. Alors ce qu'il faut dire quand même sur les gorilles des plaines, c'est que eux, plus que d'autres, prennent de plein fouet, qui a décimé, mais en quelques années, la population des gorilles des plaines d'une manière épouvantable. Oui, ça dépend des zones. Les scientifiques sont pas très sûrs, mais c'est entre 80 et 90% de certaines populations. Enfin, c'est vraiment dramatique. Oui, parce que ça s'ajoute au reste, c'est-à-dire ça s'ajoute au braconnage, à la déforestation. Voilà, commerce de viande de brousse, c'est une catastrophe pour les populations de gorilles de plaine qui sont les plus touchées. Dommage parce qu'il y a quand même par ailleurs un effort au Gabon pour tenter de protéger, de préserver l'écosystème. Mais malheureusement cet effort est un peu annihilé pour l'instant, tout au moins pour les gorilles, par l'efficacité tragique d'Ebola. Oui, puis c'est des épidémies, il y en a quasiment tous les ans, tous les 2 ans. Fait que les gorilles et les humains aussi sont victimes de ce virus parce que il suffit de toucher le pelage des gorilles pour... Justement, une des recommandations, c'est de ne pas toucher, ne pas manger les animaux qu'on trouve en forêt, même s'ils viennent de mourir. Parce que c'est ce que font malheureusement trop souvent les gens. Et c'est comme ça que l'épidémie se propage un peu partout. C'est qu'il est toujours difficile de faire la démonstration que la disparition des gorilles précéderait probablement la disparition en cascade de nombreuses espèces et en tout cas mettrait en pointillé la nôtre, parce qu'on a toujours l'impression que les choses sont dissociées alors qu'elles sont intimement liées dans une échelle de temps un peu plus longue. Le baie de Langoué reste un endroit magique à toute heure de la journée. Le soir venu, les éléphants viennent, eux aussi, rendre visite à l'étrange équipage qui se promène dans le ciel. L'expérience du filet marquera peut-être une étape dans le domaine de l'observation de la nature sauvage. Il faut bien quitter les lieux. Dès le lendemain, Nicolas et Emmanuel se lancent avec le petit hydravion dans le survol des Inselberg, une chaîne de mamelons granitiques. Le but du voyage est désormais l'Ouganda, à 2000 km plus à l'est. Il va falloir, pour s'y rendre, traverser l'immense territoire de la République démocratique du Congo. Sur la zone frontalière entre ces deux pays, vivent d'autres grands singes. Malgré les difficultés de toutes sortes, les primatologues y travaillent depuis plus de 40 ans. Ils ont mis en lumière le fait que ces grands singes possédaient leur propre culture et que la culture humaine avait pris ses racines dans ce monde prétendu animal. L'Ouganda semble abriter toute la faune africaine. C'est le pays des Grands Lacs, Victoria, Albert, George et Édouard. Entre ces deux derniers, véritables mers intérieures, existe un passage naturel d'une vingtaine de kilomètres de longueur, le Kasinga Channel, au sud du Queen Elizabeth National Park. Le Kasinga véhicule une partie des eaux qui vont former le plus grand fleuve du monde, le Nil. Un seul village de pêcheurs s'est établi sur ses rives. Ici, on est loin du cauchemar de Darwin. Les poissons capturés dans les filets nourrissent en priorité les populations locales. Tu vois le nombre d'hippopotames qu'il y a.
quand même osé aller sur ces petites embarcations là. Alors, on a donc le Congo qui est juste de l'autre côté et on arrive au parc. C'est dans ce village paisible que Nicolas et Emmanuel ont donné rendez-vous à Sabrina Krief. Sabrina est une primatologue française, docteur vétérinaire de surcroît. Lorsqu'elle n'est pas au Muséum d'histoire naturelle de Paris, elle étudie les chimpanzés dans un centre de recherche qui se trouve non loin du Kasinga Channel. Sabrina connaît parfaitement la faune du pays. Elle veut en faire profiter Nicolas et Emmanuel avant que ces derniers ne se rendent dans la forêt de Bwindi, où vivent les derniers des plus grands primates que la Terre ait jamais portés. En attendant, le canal naturel offre au regard un spectacle à la hauteur de la réputation du plus aquatique des parcs de l'Afrique de l'Est. Rencontrer un hippopotame rose n'inquiète pas trop les passagers de l'embarcation. Sur les 10 000 recensés, il n'est pas anormal de croiser un hippopotame albinos, ni un caractériel non plus. Il y a moins de 20 ans, il ne restait plus qu'une centaine d'éléphants dans le Queen Elizabeth National Park. Grâce à l'effort de conservation déployé par les autorités ougandaises, ils sont maintenant près de 1500. Winston Churchill appelait ce pays la perle de l'Afrique. Il pourrait bien le redevenir. Nicolas et Emmanuel vont maintenant laisser Sabrina Krief partir en repérage dans la forêt des chimpanzés. Ils la rejoindront dans 3 jours. Pour l'heure, ils ont rendez-vous avec King Kong, ou du moins celui qui lui a prêté son image pour alimenter tous nos fantasmes. Nicolas et Emmanuel pénètrent le couvert forestier du sud-est de l'Ouganda. Cette jungle d'altitude, située sur les contreforts des Virunga, est une zone de conflit épisodique. Malgré cela, elle abrite encore, grâce aux gardes armés, le plus majestueux des primates, le gorille de montagne. Combien sont-ils? Il y en a 18. C'est la plus grosse partie du groupe. Il y a un petit sur le dos de la femelle. Ouais, juste là. Quel âge a le petit? 2 years. 2 ans. Combien il en reste à peu près des gorilles des montagnes? C'est un peu plus de 600, 650 à peu près. La moitié en Ouganda et le reste partagé entre... Congo et le Rwanda? Ouais.
Ça fait pas beaucoup. Tiens, regarde là comment il fait. Il prend une tige comme ça. Tu vois, il l'arme comme ça. Et il récupère toutes les feuilles et il les mange. Il note les points GPS de tous les gorilles pour voir les déplacements. Do they move a lot every day? Oui, ils peuvent faire de longs déplacements, 5 à 6 km par jour en période sèche. Mais à la saison des pluies, ils ont suffisamment de nourriture autour d'eux pour ne pas avoir à se déplacer bien loin. Ça fait plaisir de voir des gorilles un peu tranquilles et protégés. Je dirais que parmi les grands singes, c'est quand même les gorilles de montagne qui ont eu plus de chance, qui, à mon avis, ils la doivent à Dian Fossé et surtout au fait qu'elle a été assassinée, malheureusement. Du coup, ça pas mort pour rien, au moins. Non, ça a jeté tous les regards sur les gorilles de montagne et tout le monde s'est mobilisé pour les sauver. Et je pense que si elle n'avait pas été là, malheureusement, il n'en resterait plus. Ce qui fait qu'on peut arriver à cette proximité, c'est que le travail des parcs et des gardes qui tentent de les protéger et de les surveiller font qu'il y a une proximité régulière et que, évidemment, ils sont moins surpris que ne l'étaient les quelques gorilles qu'on a pu croiser dans les salines au Gabon. Là, il y a vraiment tout un phénomène d'habituation. Donc, là, on est dans sa chambre, là. Il s'est construit un petit nid, puis il mange à l'intérieur. Il est pudique. Qui nous regarde. Il a des sauvages. Superbe. Regarde comment il fait avec sa main. Superbe. C'est génial. Ça, c'est magnifique. Il mange des fourmis. Tu as vu? Oui, c'est des fourmis géantes. Ça fait partie de la nourriture aussi? Oui, fourmis et termites. Ça leur donne quoi? Des protéines animales? Oui. Tous les grands singes mangent fourmis, termites. Mais eux, c'est vraiment la seule chose en protéines animales qu'ils mangent, contrairement aux chimpanzés qui chassent d'autres singes. Magnifique. Super. Il l'a perdu. Ça arrive. Ça arrive de partout. Ah oui, il y en a partout. Oula, mais il y a toute une famille là. Il y a aussi un trafic d'animaux chez les gorilles. Oui. C'est souvent des cadeaux diplomatiques, les bébés. Et ensuite, aux gorilles, on leur coupe les mains pour faire des cendriers et la tête comme trophée.
les grognements qu'on entend, c'est pour toujours rester en contact. Le dos argenté, en fait, surveille étroitement son harem et ses petits. Il est à l'affût de tout ce qui se passe. Il n'a pas l'air comme ça. Chaque femelle, En fait, il ne défend pas de territoire. Par contre, il défend ses femelles. Je sais pas pourquoi, mais il m'a repéré, lui. C'est très bien ce qu'il fait. Hein. Il veut juste pas se faire gronder par sa mère ou par son père. Quand je pense que on a condamné comme ça des gorilles à vivre en captivité dans des cages minuscules. Tu sais, il y a cette formule, cette phrase écrite par Boris Cyrulnik, qui est quand même un des maîtres de l'éthologie contemporaine. Tu permets que je finisse? Qui dit le jour où on comprendra que chez les animaux, il a pu se développer une pensée sans langage, alors nous mourrons de honte pour les avoir enfermés dans des zoos et pour les avoir humiliés par nourrir. C'est la première fois que je fais du babysitting chez les gorilles. J'espère que la mère est contente de moi, parce que si elle va chercher le mari... Yes. Down Kalibu. Then that one behind. Yes. The small one. Le plus petit là, il s'appelle Christmas. Il est né le jour de Noël. C'est quand même une position pour faire la sieste qui est quand même assez sympa. Ils ont une sexualité beaucoup moins débridée que celle des bonobos. Hein. Ça, c'est sûr. Ce qui prouve peut-être que par rapport à l'homme, justement, ils sont encore un peu de retard. Ça, c'est un jeune mâle. Oui, là, la bosse qui commence à pousser. Il faut jamais les regarder. Ah bah, c'est bien ce que je fais. Je te signale que je baisse le regard. J'ai pas du tout la prétention de faire le poids. Il peut même t'emporter dans ses bras, je ne m'interposerai pas. J'avoue ma lâcheté absolue. Je vous présente nos plus proches cousins, les vôtres, comme les nôtres. Dieu sait que cette proximité en a chagriné quelques-uns et en chagrine encore quelques-uns. Ouais. Il y avait une bulle comme ça d'un humoriste, Pierre Dac, quand on pensait que les hommes descendaient du singe et qu'on cherchait le chaînon manquant. Il disait, pour finir, si le chaînon entre l'homme et le singe, ce n'était pas nous. Ah, c'est un bel instant qu'il faut essayer quand même de regarder avec tout son relief et toute sa valeur, parce que c'est devenu maintenant tellement rare de pouvoir contempler avec une telle proximité, une telle sérénité des grands singes dans un habitat intact que l'on doit évidemment protéger si l'on désire préserver tous ceux qui y habitent. Je pense que la conservation, ça passe aussi par une chose essentielle, c'est l'éducation des gens. Si on leur explique pas pourquoi il faut protéger la forêt, les gorilles, c'est très dur pour eux de comprendre quand des fois ils ont pas forcément suffisamment à manger. En même temps, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'avec tous les efforts de conservation, ces 6 dernières années, la population a augmenté de 17%. Ce qui prouve que quand on met les moyens, parce que ça coûte cher, on peut y arriver. C'est proche d'être irréversible, mais nous avons encore les cartes en main. C'est ça qui rend un peu dingue, c'est de se dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir, quoi. Agir. Certaines populations africaines n'ont pas attendu pour le faire. C'est le cas à Bossou, en République de Guinée. Situé à un bon millier de kilomètres de Conakry, la capitale,
ce gros village s'étend dans une zone de collines inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Bossou, faisant suite à une légende qui remonte à la nuit des temps, les villageois jouent actuellement un rôle essentiel dans la protection des chimpanzés qu'ils considèrent comme des animaux totems. Ils vivent en relative bonne harmonie avec eux depuis plusieurs générations et partagent les ressources de la même forêt, en particulier. Depuis que Jane Goodall a mis en lumière que les chimpanzés de Tanzanie fabriquaient des outils, le comportement de chaque communauté de primates est maintenant observé à la loupe. Arrivé à Bossou il y a 25 ans, le professeur japonais Tetsuro Matsuzawa a d'emblée été surpris par le nombre d'outils fabriqués ou utilisés par les chimpanzés de cette région. En effet, il existe des traditions et des techniques différentes entre les communautés de chimpanzés, comme il en existe chez les sociétés humaines. Des variantes culturelles en quelque sorte. À Bossou, il y a beaucoup de palmiers à huile et leurs noix jonchent le sol. Protégées par une coquille extrêmement dure, ces noix peuvent résister à un poids d'1 tonne. Alors, pour consommer l'amande qu'elle contient, les chimpanzés ont inventé un outillage complexe qui a fait la fierté de l'humanité pendant des millénaires, le marteau et l'enclume. Après, il a fallu apprendre à le manier avec dextérité. Il n'empêche qu'il s'agit de la forme la plus sophistiquée d'utilisation d'outils jamais observée en milieu naturel. Elle est sans équivalent dans le monde animal. L'ont-ils inventée avant l'homme ? Nul ne le sait. La technique du casse-noix version primate est complexe. Il faut caler l'enclume pour qu'elle soit droite, faire tenir la noix sphérique en place et surtout calculer la puissance des coups portés. Sinon l'amande est complètement écrasée et devient impropre à la consommation. Lorsque le jeune chimpanzé commence à s'intéresser au concassage des noix, il ne doit pas s'attendre à beaucoup d'aide de la part des adultes. Il tolère sa présence, c'est tout. Pour faire comme les grands, il faut d'abord être curieux et surtout patient. Il y a beaucoup à apprendre pour les jeunes à Bossou. Les adultes y fabriquent une trentaine d'ustensiles de toutes sortes, comme des baguettes pour capturer les termites, des cannes à pêche pour recueillir des algues, mais aussi des éponges pour boire. Une boule de feuilles mâchées devient l'instrument indispensable pour récupérer l'eau contenue dans une anfractuosité quelconque. Le professeur Matsuzawa a remarqué que les chimpanzés n'utilisaient pas les pierres au hasard. Ils savaient où étaient leurs outils dans la forêt et ils utilisaient toujours les mêmes. Il décida alors de mettre un numéro sur chaque pierre pour comprendre qui faisait quoi et avec quel talent. La transmission de ce savoir-faire d'une génération à une autre n'est pas aussi aisée que cela. Il faut 2 années environ au petit chimpanzé pour se faire une représentation mentale de la série d'opérations que nécessite la maîtrise de cette technologie. C'est vrai qu'il n'est pas trop assidu. Comme tout élève qui se respecte, il délaisse souvent ses devoirs pour aller chahuter avec les jeunes de son âge. Pourtant, tout commence souvent comme un jeu pour le forgeron en herbe. Un jour, il choisit une pierre pas trop lourde et commence à la manipuler. Le processus est en marche. Mais si à l'âge de 6 ans, il n'arrive toujours pas à se servir de l'outil, il se privera à jamais d'une délicieuse friandise.
La journée active du chimpanzé s'arrête en fin d'après-midi. Il lui faut prendre le temps de fabriquer son nid pour la nuit, car il en change chaque soir en fonction de son humeur ou du dernier endroit où il s'est restauré. Peu couche, dit le proverbe. Eh bien, le chimpanzé semble partager cette vision des choses avec l'homme, et ce n'est pas la seule. Qui a pris l'autre pour modèle? L'homme, par son comportement, est très proche du chimpanzé. Comme lui, c'est un primate politique, agressif, pratiquant la guerre entre clans organisés pour l'accès à la nourriture, aux femelles ou à tout objet de convoitise. Mais comme l'homme, le chimpanzé possède l'art du savoir bien vivre. Lorsque par exemple sa main se fait artiste pour plier et tresser avec délicatesse les branches de son nid douillet, ou bien quand avec jubilation, il s'étend sur sa couche pour profiter des derniers rayons du soleil couchant. Alors, le poète qui sommeille en lui peut laisser libre cours à son imagination. Après avoir quitté les gorilles de montagne, Nicolas rejoint Sabrina Criff dans le parc national de Kibale, à l'ouest de l'Ouganda. Cette chercheuse du muséum, spécialiste de l'automédication chez les grands singes, souhaite faire constater à Nicolas une coïncidence troublante. Les villageois de la région se soignent avec les mêmes plantes médicinales que les chimpanzés vivant dans la forêt avoisinante. Docteur! 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 À toi qui? Ah, ça a l'air d'être un monsieur d'un certain âge. Oh, il a 80 ans facile. C'est le guérisseur de la communauté, là. Et donc il va chercher ses plantes dans la forêt. Donc il est médecin et pharmacien à la fois. Voilà. Médecin traditionnel. Ici, c'est le royaume du taureau. Et lui a travaillé pour les rois taureaux. Donc c'est une personne importante. C'est une personnalité dans le village. Oliota. How are you? So it's Clovis Atoki. Hey. And Nicolas. Hey, Clovis Atoki. Nice to meet you. Yeah. Nicolas ne peut qu'être intéressé par la médecine traditionnelle. Bien souvent, la pharmacopée occidentale trouve dans les plantes utilisées par les guérisseurs les ingrédients nécessaires à la fabrication de médicaments très efficaces. Donc John, peux-tu demander à Clovis s'il connaît cette plante? Ça, c'est une plante qui a des activités antipaludiques qu'on a trouvées parce que justement un seul chimpanzé du groupe consomme cette plante-là. Donc ça nous a intrigués. C'est une plante qu'il consomme lentement, il mange les feuilles vraiment lentement, alors que généralement les chimpanzés enlèvent des poignées de feuilles comme ça, ils prennent des grosses bouchées. Donc c'est ce comportement qui nous a intéressés. Et à partir de cette plante-là, on a pu isoler des molécules qui ont des activités antipaludiques. Lui, contrairement aux chimpanzés, il utilise cette plante pour soigner les problèmes de peau ou certains cancers. Il ne faut pas l'avaler, mais l'appliquer sur la peau. D'accord. Donc ça, c'est des indices qui peuvent nous être apportés aussi par la médecine traditionnelle et qui peuvent enrichir nos études à nous qui sommes biologistes. What else? Ces feuilles-là, ça soigne la toux et les chimpanzés les consomment aussi. Je l'ai testé, c'est amer. Oui, c'est amer. Donc c'est aussi un aspect qui nous intéresse. Le goût en particulier, c'est un stimulus pour le chimpanzé, pour se souvenir ensuite que cette plante amère qu'il n'aurait pas consommée quand il était en bonne santé a peut-être des vertus. En fait, ils ont des archives gustatives, quoi. Voilà. Ah. Ça, c'est Goussa Goussa. C'est le Ficus urceolaris. On touche les feuilles.
C'est râpeux. Ici, il l'utilise comme papier de verre. Mais ce qui est très intéressant, et c'est un des comportements qui a été observé chez les chimpanzés, c'est qu'ils ingèrent ces feuilles rugueuses. Et ça aurait une fonction d'élimination des parasites. C'est pour le cancer de l'estomac. En mélangeant ces feuilles avec d'autres, c'est un remède contre les douleurs digestives. How he learned all that? Who teach him? C'est son grand-père qui lui a appris. Alors chez les hommes, c'est la transmission orale. Chez les grands singes, ça se fait comment? Par mimétisme? Par observation. Par observation, tout simplement. Quel usage fait-il de la terre rouge? Il utilise la terre rouge pour soigner le choléra et la dysenterie, mais il doit la mélanger avec de l'eau et une autre plante pour que ça fonctionne. D'accord. Donc nous, les chimpanzés, en fait, mangent cette terre-là en petite quantité. Et ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'ils consomment cette terre-là avec les feuilles de trichilia, ils les associent. Voilà, dans le temps, de façon très rapprochée. C'est pas eux qui font une mixture quand même. Non, ils les associent dans le temps. Et en plus, ils se mettent à faire des préparations médicales, alors là... Mais en tout cas, lorsqu'on mime la digestion des deux choses, l'activité de cette plante-là est augmentée par l'association. Et cette terre-là qu'on a analysée est exactement pareil que le kaopectate, qui est un pansement digestif qui est utilisé en médecine occidentale pour traiter les problèmes digestifs. La même composition chimique. Exactement. C'est incroyable. Alors, ce que je voudrais comprendre, l'automédication des chimpanzés, elle se fait avec une relation de cause à effet, c'est-à-dire qu'ils ont un symptôme et ils vont eux-mêmes aller chercher la plante qui va bien, ou c'est en fait un hasard de leur alimentation? Les données qu'on a pour l'instant sont encore assez frustres, mais il nous semble vraiment que ce n'est pas une démarche au hasard, qu'il y a vraiment une recherche de l'aliment. Donc le chimpanzé se fait pharmacien et médecin à la fois, quoi. Voilà. D'accord. Bon, on va essayer d'aller voir les patients alors maintenant. Allez, on va essayer d'aller voir si... Le personnel médical, les patients, enfin tout le monde. D'accord. So, Webale Muno. Thank you very much, Clovis. Webale Muno. Kanyawara, dans la forêt de Kibale, est un des 6 grands sites mondiaux où les chimpanzés font l'objet d'un suivi à long terme. Les recherches portent sur les maladies qui les affectent et sur leur transmission. Elles font aujourd'hui partie des principales menaces qui pèsent sur les grands singes. Nicolas et Sabrina ont rejoint le docteur Alain Houle, chercheur à la prestigieuse université d'Harvard. Il travaille ici depuis quelques années et connaît pratiquement chaque arbre de cette forêt de 750 km². La veille, il a repéré un Aningeria porteur de fruits mûrs à souhait, dans lequel il serait possible de s'installer avant que les chimpanzés viennent y déjeuner. Le seul problème, c'est que c'est l'arbre le plus haut de la forêt. Nicolas, à cet instant, regrette amèrement l'absence de Stéphane Girard et de son équipe de spécialistes des cordes. L'installation montée en hâte dans la nuit par Alain Houle est efficace mais sommaire. Se hisser de 50 mètres à la seule force des bras reste une épreuve, du moins pour les humains. Je ne suis pas le seul à grimper, mais je ne suis pas forcément le plus agile. Pourtant, je fume pas. Ça va là? Ça va? Très bien, et toi? Je suis un peu en retard.
Et oui, il monte un peu plus vite que nous. Hein. Oh, il y a un petit. Wow. Un peu plus élégant dans les arbres. Hein. Avec le temps, on a perdu nos facultés arboricoles. Non, non, tu te débrouilles bien. Tu as mon sac? Je le tiens aussi, donc on enlève quoi? Le baudrier? Le choix de cet arbre par Alain était un pari. Il est gagné. Les chimpanzés viennent bien pour y déjeuner. L'autre côté, c'est mieux. Bon, la récréation est finie. Les chimpanzés considèrent maintenant que les humains font partie intégrante du décor, ce qui aurait été loin d'être le cas au sol. Ça se rapproche doucement. Ah, on a de la visite là. Il y a du vent dans les voiles là. Ça bouge. C'est qui lui? Oui, c'est l'Anjo. Le fait qu'on les suive, tu penses que ça ne change pas leur comportement? Maintenant qu'ils sont bien habitués, a priori... Ils ont retrouvé leur comportement naturel. A priori, on n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Vivement proche comme ça à deux, on garde une distance. Il est nécessaire de garder une distance puisque les maladies peuvent se transmettre facilement. Et aussi pour qu'ils conservent ce respect qu'ils ont vis-à-vis de nous, comme nous l'avons vis-à-vis d'eux, et en particulier pour éviter qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Pour l'instant, il y a une petite crainte qui nous profite. Leur ignorance sur notre faiblesse est un avantage. Exactement. Ici, on a la plus forte densité de primates. Sur cette forêt-là, ouh, ça bouge. Avec plus de 500 individus. C'est assez fascinant de les voir à hauteur de branches comme ça, évoluer. Ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau, hein, parce que c'est les premières études qu'on peut faire dans la canopée directement au contact des chimpanzés. T'imagines bien que 50 mètres plus bas aux jumelles, c'est quelque chose d'impossible à voir. Tongo, c'était une des femelles les plus timides de la communauté. Quand on était au sol et qu'on essayait de l'observer, elle restait dans les arbres, elle passait d'arbre en arbre. Ça fait 5 ans donc maintenant que j'ai la possibilité de la suivre. Et c'est quand même assez fabuleux de voir quelle proximité on arrive à avoir avec eux. Là, par exemple, le petit, il tient uniquement en se tenant au poil. Oui, enfin, il se repose quand même dans le creux de la jambe de sa mère. Donc c'est une position qui est quand même relativement confortable, ce qui lui permet de libérer une main et puis en même temps de goûter les fruits qui sont à côté. Et donc ici, on est dans un aningeria et donc il mange les fruits, mais il rejette le latex. Donc en fait, comme elle rejette le latex et qu'il est relativement collant, tu peux voir de temps en temps, il s'essuie avec une feuille qui est à côté. Tu viens, t'as vu? Ouais. C'est assez furtif, hein. Par exemple, ça c'est une chose que tu peux pas du tout voir au sol. Il y a à peu près combien de variétés d'arbres dans cette forêt-là? Il y a environ 2000 espèces différentes d'arbres. Et les chimpanzés utilisent combien de variétés pour se nourrir? Les chimpanzés consomment environ 160 aliments, mais chaque jour, on découvre encore de nouvelles espèces qu'ils consomment. En particulier des espèces qu'ils consomment rarement. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement dans le travail sur les activités thérapeutiques des plantes. On soupçonne même peut-être qu'ils sont un antibiotique? Oui, récemment, on a testé 80 échantillons de la forêt, là, et on a pu trouver des activités antibiotiques dans les plantes consommées par les chimpanzés. Tout ça peut permettre d'augurer
des applications éventuelles pour les humains à moyen terme? Depuis 2 ans, on essaye de suivre la consommation d'une plante qui a une activité antipaludique. Alors l'idée, c'est bien sûr pas de raser la forêt pour récupérer cette plante. C'est synthétiser la c'est molécule. l'utiliser comme modèle pour obtenir des molécules parfois plus actives, moins toxiques, et de s'en servir. Eux, ils souffrent du palu? Alors eux, ils ont un parasite qui est très semblable au Plasmodium falciparum que les humains ont. C'est la forme animale. Voilà. Mais par contre, les symptômes sont très très difficiles à observer, très très frustes. Ils tombent jamais? Non. Ça n'arrive pas, ça? Non. Je suis étonné quand tu me dis qu'ils tombent jamais, parce que quand même, t'as le droit à l'erreur de temps en temps, non? Tu t'imagines l'erreur, là? Ça pardonne pas, hein? Donc là, dans cette zone-là, on a 30 degrés à peu près. Qu'est-ce que tu mesures, là? J'essaie de mesurer la température corporelle extérieure avec un thermomètre infrarouge, puisqu'en fait, sur cette communauté qui a été habituée depuis une vingtaine d'années, on a la possibilité d'approcher relativement près, mais par contre, on ne peut pas faire de prise de sang ou bien aller au contact de l'animal, puisqu'on essaye de garder cette distance. Donc on essaye de trouver des méthodes alternatives pour pouvoir quand même évaluer leur état de santé. Les chimpanzés qui sont définitivement parmi les grands singes, probablement ceux qui étonnent le plus les éthologues et qui ont fait tomber le plus de frontières ou de barrières entre l'homme et l'animal. Je rappelle que nous sommes plus proches des singes que les éléphants d'Afrique et d'Asie génétiquement ne le sont. Mais ce qui nous rapproche, je pense, c'est à la fois leur morphologie et leur comportement social. Oui. Sur quoi vous vous basez pour parler de culture à propos des chimpanzés? On se base sur des comportements qu'on retrouve dans certaines communautés et qui peuvent varier sensiblement dans une communauté voisine ou bien ne pas exister du tout alors que toutes les conditions sont réunies pour que cette culture puisse se développer. Dans ces comportements culturels, évidemment, de nombreuses fabrications d'outils. Oui, oui, bien sûr. Ils vont jusqu'à fabriquer, alors ça je l'ai appris récemment, de véritables petites sandales pour pouvoir grimper à des troncs d'arbres dont l'écorce est particulièrement agressive. Voilà. Il y a aussi par exemple une communauté qui creuse pour déterrer des tubercules qui sont riches en eau et qu'ils vont garder avec eux, des tubercules très gros. Hein. Comme une gourde. Voilà, et qu'ils vont transporter avec eux. Ça c'est fou. Je te suis. Sympathique. Ils ont le sens de l'humour aussi, hein, parce que je suis sûr que ça l'amuse beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont comme trait de caractère ou comme émotion qu'ils partagent avec l'homme ou inversement? Alors, il y a déjà tout ce qui est empathie. Se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose qui a été observé? Oui, c'est quelque chose qui a été observé dans les cas de blessures. Des individus qui apposaient sur des plaies des feuilles, les plaies d'autres individus, donc pas simplement ses propres plaies. Est-ce qu'ils connaissent le sentiment amoureux? Alors ça, c'est une chose qu'on a observée dans différentes communautés, et celle-ci en particulier. En général, le mâle dominant a accès aux femelles de façon vraiment brutale. Par contre, on a observé que dans certains cas, une femelle et un mâle partent en lune de miel ensemble, en s'éloignant un peu du reste du groupe. Ça peut être pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On ne voit plus les chimpanzés, ces deux chimpanzés. Et si on arrive à les suivre, on se rend compte qu'ils sont toujours tous les deux. Tu vois, c'est ça qui m'étonne. Ils choisissent une branche, mais ils pourraient craquer la branche. Non, comme tu dis, ils choisissent leur branche. D'accord. Quand on les observe, on a l'impression que parfois ils se prennent la main ou qu'ils ont aussi le geste de la poignée de main. Oui, alors les mâles en particulier, lorsqu'il y a une agression puis une réconciliation, le chimpanzé va tendre la main vers l'autre et il va y avoir contact soit entre les mains, soit même avec la bouche. On peut trouver un peu dans leur geste un peu la genèse de nos propres rites sociaux, quoi. Oui. C'est assez incroyable, par exemple, de voir des embrassades et des chimpanzés qui s'enlacent lors de retrouvailles. Ça, on l'a observé.
Tu penses que la culture chimpanzé est comparable à la culture, par exemple, des premiers hommes ou des australopithèques? Il y a certains points qui peuvent en tout cas nous y faire penser. Maintenant, quand on essaye de comparer culture humaine et culture chimpanzé, c'est peut-être pas le bon système. Peut-être qu'il faut se dire simplement que les chimpanzés ont leur culture, il existe des cultures, mais en tout cas, c'est un bon témoignage de ce qui a pu exister. En particulier, on peut imaginer pour ce qui est l'automédication, que la façon dont la médecine est née ressemble assez à la façon dont les chimpanzés utilisent leur environnement. En fait, il y a encore une chose qu'ils n'ont pas inventée, c'est le feu. Non, ils n'ont pas inventé le feu. Parce que ça a été une étape importante dans l'humanisation, parce que le fait d'avoir inventé le feu, ça a permis d'élargir les ressources alimentaires et d'utiliser de plus en plus de... Plus particulièrement, la cuisson des aliments pouvait être le facteur qui aurait permis le développement du cerveau. En particulier, donc, la cuisson des tubercules. Donc, même si les chimpanzés, pour l'instant, arrivent à déterrer des tubercules... C'est la prochaine étape. Il va falloir être patient dans les arbres pour commencer à voir une fumée sortir de la forêt et se dire qu'il y a un foyer entretenu par des grands singes. Tu penses qu'effectivement, ce que nous connaissons sur les grands singes, notamment sur les chimpanzés, est ridicule par rapport à ce qu'ils peuvent encore nous apprendre, si tant est qu'on leur en laisse le temps? Oui, c'est une infime partie, puisque ça fait que 40 ans qu'on a commencé à étudier les chimpanzés. Donc maintenant, ce qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment des comportements naturels. Et chaque jour, on en apprend davantage sur les chimpanzés. C'est magnifique. Ça prend aux tripes, parce que si on voulait illustrer le fait que définitivement on descend bien de la même branche que les singes, on ne peut pas faire mieux. Là, on est sur la même, il n'y a pas à dire. Voilà, là, je crois que c'est une belle allégorie pour montrer que si on coupe la branche, on tombe tous. Faut quand même oser le saut dans le vide. Il a presque mis le vertige là, sur le coup. C'est vrai qu'ils donnent le vertige, tous ces grands singes, bonobos, gorilles, chimpanzés. Et l'occasion de faire de telles rencontres avec eux risque de devenir de plus en plus rare en voyageant sur la planète des hommes. Que pensent-ils de nous? Mystère. Le miroir qu'ils nous ont tendu nous renvoie l'image d'un singe nu qui, en perdant son pelage, a peut-être perdu le contact définitif avec ses origines. C'est sympa de leur part de nous offrir un petit moment d'intimité comme ça, avant de se quitter. En tout cas, on l'a mérité parce que suivre les chimpanzés au sol, ça n'est pas une mince affaire. Tu me diras, allez les regarder en haut des arbres, c'est pas mieux non plus. De les saluer confraternellement entre cousins. Une petite pensée quand même pour les orang-outans de Sumatra et de Bornéo que nous n'avons pas évoqués ce soir et dont la situation est encore plus critique que celle de leurs confrères africains, ce qui confirme, si besoin était, de la nécessité imminente de hisser les grands singes au rang de patrimoine mondial de l'humanité et pourquoi pas de leur donner des droits universels comme certains le réclament. Il y aura peut-être une occasion supplémentaire et plus efficace de mobiliser enfin la communauté internationale, ses moyens et son énergie pour aider les pays qui hébergent et qui abritent les populations de grands singes à les protéger et à préserver leur environnement. Ce serait peut-être une occasion tout simplement de témoigner de notre humanité, cette humanité qui est peut-être la seule chose qui nous distingue des animaux, en tout cas à nous d'en faire la démonstration. Et en cas d'échec, ce serait une manière stupide de bafouer notre histoire commune et surtout de nier que nous avons un destin commun. Voilà. L'homme est un animal qui a trahi, a écrit le philosophe Sioran. Il est peut-être encore temps, je l'espère, de lui donner tort. Bonsoir et merci à Sabrina et Emmanuel.